Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorillas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le Grand Journal, Adassa Etienne, Joannel François, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, ouvrons cette page internationale en Inde. Accident de train en Inde. L'enquête est en cours alors que les trains reprennent leur service. Voici un reportage à signer FGTN News. Les services de train de passagers ont repris sur les voies qui ont été affectées par l'accident de train vendredi à Odisha. Le corridor ferroviaire du Sud-Est est l'un des axes les plus fréquentés de l'Inde. Les enquêteurs s'intéressent à un système électronique de gestion des voies qui aurait mal fonctionné ou aurait été perturbé. Pour tenter de déterminer la cause exacte, le Conseil des chemins de fer a demandé à des enquêteurs fédéraux d'intervenir. En gardant à l'esprit la situation dans laquelle l'accident a eu lieu, les circonstances qui prévalent et toutes les informations administratives qui ont été reçues jusqu'à présent pour une enquête future, une recommandation a été faite par le Conseil des chemins de fer de confier cette affaire au Bureau central d'enquête. Les chemins de fer indiens ont suggéré que l'accident pourrait être dû à une altération du système électronique contrôlant les signaux et la circulation des trains. La raison de l'accident ne pourra être connue que lorsque le commissaire à la sécurité ferroviaire soumettra un rapport à l'issue d'une enquête technique détaillée. Le gouvernement a dépensé environ 30 milliards de dollars pour rénover les chemins de fer. La majeure partie de l'argent a été consacrée à l'introduction de nouveaux trains élégants et à la modernisation des gares. En comparaison, les sommes consacrées à l'entretien des voies sont moindres. La sécurité est compromise afin d'offrir aux usagers une meilleure expérience. Parlons de la guerre en Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, les drones ont pris une place de taille dans l'armement militaire de défense. Voici un reportage signé Euronews. Sur le champ de bataille en Ukraine ou en Russie, les drones sont devenus des armes de prédilection pour se défendre contre les armes conventionnelles. D'outils marginaux utilisés pour des missions de reconnaissance, les drones sont devenus des armes indispensables pour faire la guerre. Ni Ucrania ni Rusia estaban realmente preparadas en lo que a drones se refiere para esta guerra. Rusia estaba atrasada en sus drones. La guerre a engendré une augmentation des productions dans l'industrie de l'armement, qui développe aujourd'hui de nouveaux modèles adaptés aux stratégies sur le terrain. The skies above Ukraine, you don't just have Ukraine and Russia fighting. Indirectly, you have Turkey and Iran fighting. And these Turkish drones, as far as the Ukrainian push goes, these Turkish drones have been responsible for some of Ukraine's most deadly retaliatory strikes, from attacking oil depots within Russia to even the sinking of the Russian warship in the Black Sea. Australia, America, and the United Kingdom, they are actually working right now on AI-based drone swarms. L'avenir de ces drones dépend de l'expansion de certains modèles, de fabricants sous contrat qui s'établissent dans différents pays et de la construction de nouvelles usines de production. Los proveedores de drones para Rusia en este momento están siendo Israel, Irán, y no puedo asegurar todavía si están usando sistemas chinos. I think the big question, though, is if Iran starts to build factories within Russia, and if Russia is able to build its own supply chain domestically that can pump out a high number of drones. Violation des droits chez des enfants. Entre 2005 et 2022, les Nations Unies ont vérifié 315 000 violations graves commises à l'encontre d'enfants en zone de conflit, ce qui illustre de manière frappante l'impact dévastateur de la guerre et des conflits sur les enfants. Voici un reportage signé Africa News.
Selon l'UNICEF, depuis 2005, au moins 120 000 enfants à travers le monde ont été tués ou mutilés en raison d'un conflit, soit une moyenne de près de 20 enfants par jour. Au total, 315 000 violations graves commises dans plus de 30 situations de conflit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine ont été documentées par les Nations Unies. La nuit, on était assis dans notre salon et les bandits sont venus. Les gens criaient, couraient et rentraient leur maison et fermaient leurs portes. La guerre est finie. Ma mère et mon père ont dit qu'on va quitter ce pays-là parce que c'est trop dangereux. Et c'est à cause de ça qu'on est venu à Sévaré. Les Nations Unies ont également recensé plus de 16 000 attaques contre des écoles et des hôpitaux et plus de 22 000 cas de refus d'accès à l'aide humanitaire pour les enfants. Selon l'organisation, il ne s'agit que des cas qui ont pu être vérifiés. Le bilan réel est probablement beaucoup plus lourd. Lorsque nous avons été emmenés ici, ils nous ont dit de ne pas nous échapper. Si nous le faisions, ils nous retrouveraient et nous tueraient. Alors je suis restée ici. La vie est très difficile à cause de tout ce que j'ai vu. Ils tuent des gens, massacrent. La vie n'est pas belle ici. L'étude indique également un manque de financement à court terme. Les projections prévoient un déficit de 835 millions de dollars en 2024 qui atteindra 941 millions de dollars d'ici 2026. Allons en Iran. L'Iran a dévoilé mardi matin un nouveau missile hypersonique avancé appelé Fatah en présence du président Ibrahim Raïssi, du chef des gardiens de la révolution Hossein Salami et de plusieurs hauts responsables iraniens. C'est la première fois que l'Iran présente un missile hypersonique capable d'atteindre 5 fois la vitesse du son. Voici un reportage à signer I24 News. Côte à côte, le président iranien et le commandant des gardiens de la révolution. Sérieux et attentifs, ils admirent leur nouvelle arme. Révélé ce mardi matin, ce missile hypersonique répond au nom de Fatah, l'un des 99 noms attribués à Allah dans l'islam, qui signifie « celui qui ouvre la voie aux croyants ». La portée du missile Fatah est de 1400 km et sa vitesse avant d'atteindre la cible est comprise entre 13 à 15 fois la vitesse du son. C'est la première fois que l'Iran présente un missile hypersonique capable d'atteindre 5 fois la vitesse du son. Selon Téhéran, il pourrait atteindre Israël. Il arriverait aussi à réaliser des manœuvres à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère, ce qui lui permettrait de vaincre tout type de système de défense aérienne, tel que le dôme de fer. Maniable et volant à basse altitude dans l'atmosphère, sa trajectoire est peu prévisible, ce qui rend son interception difficile. Nous devrions remercier Dieu pour cette grande réalisation, car elle rendra le pays plus fort. Ce missile va renforcer le pouvoir de dissuasion de l'Iran, ce qui apporte la sécurité et une paix stable au pays de la région. Fabriquée par la force aérospatiale du corps des gardiens de la Révolution, cette arme vient s'ajouter à l'arsenal militaire du régime des Mollahs. Russie, les saboteurs ukrainiens utilisent les armes fournies par l'Occident lors des attaques. Le 4 juin, des armes occidentales ont été utilisées lors d'attaques sur le territoire russe par des groupes de sabotage et de renseignement ukrainiens. Voici un reportage à signer RT. Le groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien qui a mené une attaque fin mai dans la région de Belgorod a utilisé des armes fournies par l'Occident. Selon le Washington Post, les militaires qui ont pénétré en territoire russe conduisaient des véhicules blindés américains et polonais. Au moins un système anti-char AT-4 a également été utilisé lors de cette attaque. Ce système est fréquemment utilisé par les forces armées occidentales. Les autorités belges ont fait savoir qu'elles demanderaient à Kiev des éclaircissements sur l'utilisation d'armes belges lors de cette incursion dans la région de Belgorod. 3 des véhicules renforcés contre les mines et les embuscades, également connus sous le nom de MRAP, amenés en Russie par des combattants, ont été fournis par les États-Unis et le 4e provenait de Pologne. Les combattants portaient également des fusils fabriqués par la Belgique et la République tchèque. Jean-Michel Vernochet, géopolitologue et essayiste, nous a fait part de ses réflexions sur les raisons des bombardements ukrainiens contre les villes frontalières russes.
Il y a une raison déjà symbolique, montrer que le territoire russe n'est pas inviolable, que ces gens sont d'une certaine façon à l'offensive, c'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative d'aller porter le fer, le feu et la dévastation, aussi tant est qu'il y ait beaucoup d'effets, beaucoup de dégâts à la suite de ces bombardements. Donc montrer, encore une fois, c'est une démonstration, c'est de la communication. C'est la fin de la page internationale pour ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. La production est signée Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce mardi à Boston, 75 degrés Fahrenheit. C'est dans 24 degrés Celsius. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain.